Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Valérie, j'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de l'âge de 9 ans. D'accord, très bien. Valérie, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Alors, le 8 décembre 2014, par téléphone, alors que j'étais au travail, on m'a annoncé, suite à une biopsie, un diagnostic de cancer du sein. D'accord, c'était quelque chose auquel tu t'attendais? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. En fait, pas du tout, mais si peut-être, en fait. Pas du tout, mais si peut-être, parce que quelques mois auparavant, j'avais mal à un sein. Et j'avais l'intuition que quelque chose n'allait pas, sans savoir pour quoi, en fait. Donc, bon, j'ai l'habitude d'aller chez mon gynécologue une fois par an. D'ailleurs, je le conseille, hein, je pense que ça peut sauver des vies. Mon petit garçon avait 3 ans, donc mon gynécologue avait vraiment pour habitude de faire vraiment des examens très poussés, parce que tous les gynécologues ne le font pas en fait. Et lui, par rapport au fait qu'il y avait eu une grossesse récente et donc un apport d'hormones très important, c'était vraiment voilà, cette ligne de conduite qu'il adopte dans son métier. Et quand je suis allée le voir en octobre, il m'a dit, bon écoute, tu as un sein plus dur que l'autre, mais ne t'inquiète pas, rien de grave, je te prescris une écho, tout va bien se passer, tu fais l'écho et puis on verra bien. Et donc les vacances de la Toussaint arrivent et je me suis dit, je ne vais pas passer l'écho avant les vacances parce qu'on devait partir faire un périple en famille avec mon petit garçon et mon mari. Et donc, ouais, instinctivement, je me suis dit, je ne vais pas faire cet écho. J'ai pas envie de me foirer les vacances. Voilà, pourquoi, je ne sais pas. Et donc, nous voilà de retour en novembre. Je passe donc cet écho qui, du coup, laisse supposer qu'il y a quelque chose. On me fait passer une mammographie et du coup, me prescrit une biopsie que je fais. Et donc, de retour le 8 décembre, voilà, dans mon bureau. Et au téléphone, donc, on m'annonce que j'ai un cancer du sein. Voilà, à 34 ans, avec un enfant de 3 ans. Alors, quelle est ta réaction? Comment tu réagis face à ça? Je coule. J'alterne entre... c'est très bizarre, j'alterne entre je coule, vraiment. Et puis je me dis, non, c'est pas possible. Le déni, ils ont fait une erreur, c'est pas possible. Je veux dire, je fume pas, je bois pas à outrance, enfin à part quand voilà, on reçoit des amis. Je mange bio, j'ai allaité mon enfant, je fais du sport 3 fois par semaine. Enfin vraiment l'archétype de la personne qui est censée, enfin pour moi, qui est censée avoir un cancer du sein à 34 ans quoi. Donc alors ça va très vite parce que je vais très vite, mais toutes ces émotions là, je les passe en quelques heures. Et je dois en plus annoncer la nouvelle à mon mari. Et je me souviens lui avoir dit, parce que lui c'est assez vite écroulé, je ne vais pas pouvoir t'aider. Mm. Puisque c'était un peu le rôle que j'ai toujours eu dans ma vie depuis toujours, c'est aider les autres. Et je me souviens lui avoir dit, je ne vais pas pouvoir t'aider. Tu vas devoir gérer notre enfant. Et moi, je vais devoir mener un combat, je ne vais pas pouvoir t'aider. C'est pas possible. Ne compte pas sur moi pour t'aider toi. Par contre, je te demande juste une chose, gère l'enfant, parce que moi, ça va être compliqué. Mais ça, c'est le même jour où je lui ai dit. Le jour de l'annonce, vraiment, ça a été un truc important pour moi à verbaliser. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as suivi un traitement? Alors, ce qui s'est passé, alors on ne nous appelle pas les patientes pour rien, je tiens à le préciser, parce que on a tendance à penser que le plus compliqué c'est les traitements, mais en fait non. D'accord. Je pense que je parle pour beaucoup de personnes quand je dis ça. Le plus dur c'est l'attente. J'adore cette image. C'est comme quand, par exemple, c'est votre anniversaire et qu'on vous dit, vos amis décident de vous offrir un seau à l'élastique, tiens, histoire que ça soit bien sympa, le point le plus haut d'Europe, alors direction de Verdon. Et là, pendant 15 jours, avant que ça se passe, tu es en mode non mais ils sont malades, mais jamais de la vie je vais pouvoir sauter. Et tu es en mode stress. La veille, même pas j'en parle, tu dors pas de la nuit, tu es stressé, tu es au bout de ta vie. Et
là, t'arrives, t'as une grosse hésitation et tu sautes, ou un pouce, je sais pas trop. Mais bon, ouais. Tu finis par faire le grand saut. Et là, quand tu fais le grand saut, tu te dis, waouh, je m'en suis fait une montagne, en fait. Et puis à la finalité, c'était pas si compliqué que ça. Mais ce qui a été très dur, c'est l'avant, en fait. Et ce qui a été dur, vraiment, pour moi, ça a été cette attente. Parce que 8 décembre, on m'annonce donc que j'ai un cancer du sein. Donc moi, je me redirige directement vers mon gynécologue qui n'est pas du Var, mais suivi dans les Alpes, qui est dans les Alpes-Maritimes, qui lui me dit, tu vas venir dans notre centre et on va tout refaire dans notre centre. Parce que moi, je les connais tous et que pour moi, c'est les meilleurs. Enfin bon, bref, je repars dans les Alpes-Maritimes, je refais une biopsie, une mammo. De là, on me dit, il faut faire un IRM mammaire, fait IRM mammaire. De là, on refait une macrobiopsie. Enfin, ça a été une escalade d'examens où on changeait mon pronostic et mon diagnostic. Un coup, c'est un cancer dans les deux seins, puis finalement, non, à côté, c'était pas un cancer. Tu vas te réveiller, on t'enlève le sein, on te l'enlève pas, on t'enlève la chaîne ganglionnaire, on te l'enlève pas. Enfin, un carnage jusqu'au diagnostic final qui a été le 2 janvier 2015, où là on m'a donc annoncé que j'allais subir une mastectomie, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé le sein parce que j'avais plusieurs tumeurs dans ce sein-là et que voilà quoi, et que ensuite on verrait la suite des traitements. Ça a été une libération. D'accord. De savoir ce que j'allais vivre en fait. Je déconseille les gens d'aller regarder, parce que moi je l'ai fait, je déconseille les gens d'aller regarder avant d'avoir parcouru un petit peu le chemin du traitement. Je déconseille d'aller regarder des trucs sur YouTube où des gens parlent de comment elles ont vécu la chimiothérapie, parce que ça peut atteindre, moi ça m'a atteint, ça m'a fait peur. Et à la finalité, on a tous une manière de réagir qui est différente, une force différente, ou peut-être pas une force différente, peut-être qu'on n'a pas la force. Et donc, peut-être attendre de voir comment nous, on va vivre la chose. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est que je pense que je ne me connaissais pas avant la maladie. Parce que je sais que je renvoie une image de personne forte, etc. Mais je m'étais toujours dit au fond de moi, les gens pensent que je suis forte, mais je ne suis pas en fait. Je ne suis pas si forte que ça. Mais comment faire pour leur montrer que je ne suis pas si forte que ça, en fait. Et la maladie m'a montré à quel point j'étais forte. Vraiment. J'étais forte psychologiquement. La résilience qu'il m'a fallu, l'acceptation qu'il m'a fallu. Le plus marquant, ça a été mon petit garçon. Voilà. Lui chanter tous les soirs les chansons et la petite phrase que j'avais l'habitude de lui dire, je serai toujours là pour toi, ça avait une autre saveur parce que je me disais, mais j'en sais rien en fait, est-ce que je serai toujours là pour lui? Ça a été très dur pour moi, mais par contre je lui ai rien caché. J'ai été prendre des livres adaptés à son âge pour expliquer la maladie, etc. Parce que bon, quand même, une perte de cheveux, opération, j'ai eu pas mal d'opérations, chimiothérapie. Oui, voilà, j'allais te demander au niveau du traitement. Ça a commencé par une mastectomie. Alors, on a commencé par l'opération, donc où on m'a enlevé le sein. De là, à peu près un mois après, donc on m'a annoncé des séances de chimiothérapie qui sont pas très bien passées puisque les médicaments qu'on m'a donnés pour éviter les effets secondaires, sur moi, n'ont pas des masses fonctionné. Donc, j'ai vraiment eu les effets secondaires de malade, à me demander si j'allais vivre ou mourir, à me demander même si j'allais continuer la chimiothérapie parce que ça a été violent, quoi, très violent. Et la perte de cheveux, entre la première séance et la deuxième séance, je n'avais plus de cheveux. Pour moi, ça a été douloureux physiquement. C'est bizarre. J'avais le crâne qui me faisait mal. D'accord. Voilà. Et j'ai fini par, un matin, seule, me raser la tête. D'accord. Voilà. Parce que ça me faisait trop mal. Je l'ai pas mal vécu psychologiquement. J'ai mal vécu le réveil. Quand je me suis réveillée après la mastectomie et que j'ai découvert qu'à la place d'un sein, j'avais un drain. Ça a été dur. Il m'a fallu une journée pour l'accepter, j'ai beaucoup pleuré. Et ensuite, c'était fini. Ensuite, je me suis mis l'objectif, je commence l'année sans sein, je finirai l'année avec un sein. Et ça a été c'est bizarre, je pense qu'on a tous besoin de se mettre des objectifs en tête. Et ça a vraiment été ma ligne, voilà. Et je pense que ça m'a aidé à avancer.
Donc tu as fait tous tes traitements, tu as fait reconstruire ton sein donc à la fin de l'année. Avant la fin de l'année. D'accord, ok. Ouais. Donc ensuite tu as été surveillée très régulièrement, mais le cancer était parti. Oui. Voilà, tu étais guérie. Non, Non. on n'est jamais guéri en fait. D'accord. La rémission, déjà, elle intervient au bout de 5 ans. La rémission ne veut pas dire guérison, la rémission veut dire que la maladie est sous contrôle. En fait, je pense que dans une maladie comme le cancer, il y a pas forcément de guérison. Je pense qu'il faut que les gens ils se l'enlèvent de l'esprit parce que j'ai énormément d'amis qui ont eu des cancers, peu importe, parce que bon, forcément, quand vous avez une maladie comme ça, vous cherchez un peu de soutien dans une certaine communauté, et que j'ai trouvé d'ailleurs. Et d'ailleurs, on est toujours soudés entre nous aujourd'hui, au bout de 6 ans, même si certaines ne sont plus là, malheureusement. La maladie est sous contrôle. On ne guérit pas d'un cancer. Je pense que ça n'engage que moi. Je ne suis pas médecin. Mais bon, de toute façon, moi, l'avenir a montré que, finalement, on ne guérit pas d'un cancer. Mais la maladie est sous contrôle. Après, je pense que, et ça se vérifie uniquement dans mon cas, je ne peux pas parler pour les autres, et chacun ses croyances, et chacun son cheminement, et chacun sa manière de voir les choses. Pour mon cas, je pense que ça a été plus un facteur psychologique qu'un facteur... de toute façon, la science l'a prouvé. Je sais pas si... Oui, la science l'a prouvé, puisque il y a 6 ans, donc, on a fait des tests génétiques pour savoir si j'avais une mutation des gènes qui pouvait expliquer un cancer aussi jeune. Donc, à l'époque, les tests étaient revenus négatifs, donc queen du cancer. Voilà. Et dernièrement, on m'a retesté, puisque entre 2014 et 2020, forcément la recherche a évolué, puisque c'est là où ça évolue le plus. Et là, on m'a testé sur 15 gènes supplémentaires, et pareil, aucune mutation de gène, donc cancer initial inexplicable, récidive en 2020, inexplicable. Voilà, c'est comme ça, enfin inexplicable point de vue médical, oui, au niveau de la science, mais explicable pour moi, explicable pour moi à mon niveau, mais ça n'engage que moi. Donc, tu étais en rémission, tu as repris ta vie, son cours a repris normalement, et donc en 2020 ? Donc en 2020, intuition de nouveau, c'est bizarre, intuition que quelque chose ne va pas. Je m'étais fait une luxation de l'épaule, très douloureuse, mais je ne savais pas que c'était une luxation de l'épaule. Je pensais que c'était les effets secondaires du traitement que je prends pour justement laisser le cancer en sommeil. Et je suis restée 1 mois avec une épaule démise, mais du coup, c'est ce qui m'a incitée à me palper beaucoup plus attentivement que d'habitude, parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Et j'avais fêté ma rémission 4 mois avant. Voilà, on avait fait la teuf, voilà, vraiment. Et donc, j'avais passé des gros contrôles et on m'avait dit non, nickel, pas de souci. Et en fait, j'ai senti une petite boule qui, du coup, n'était pas visible. Parce qu'elle était très petite. Donc, c'était vraiment, voilà, c'est moi qui l'ai vraiment trouvée. Et donc, récidive locale sur le même sein qui n'existait plus. Voilà, donc entre la peau et la prothèse, en fait, voilà. Ouais. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Donc, alors là, comment tu as réagi face à ça ? Blasée. Pas du tout de la même façon que la première fois. Non, avec beaucoup plus de cynisme. Ouais. Autant la première fois, je me disais, allez, c'est bon, on y va, ultra positive. J'ai gardé la positive attitude tout le temps. Voilà, la première fois, j'ai eu très peur au début. Quand la peur est passée, après avoir coulé, je suis remontée et j'ai enchaîné dans l'énergie positive jusqu'au bout, en fait, jusqu'en 2020, en fait. Et en 2020, blasée, beaucoup plus cynique, beaucoup moins... Je l'ai vécu avec un peu moins de paillettes, l'histoire, en fait. Comme un éternel recommencement, je me suis dit, bon, voilà, de nouveau... Voilà, je suis là, allez, on recommence. Et ben, on a recommencé, donc écho, IRM mammaire, PET scan, bref quoi. Et de là, donc on m'a annoncé opération en plein confinement, c'est spécial. Et ensuite, à peu près une 30aine de séances de radiothérapie, voilà, tous les jours, donc 2 heures de route.
1 heure aller, 1 heure retour, petit bronzage obligatoire à la clinique, retour à la maison et gestion de la vie quotidienne à côté, quoi. Donc toujours positive malgré tout, parce que c'est ma nature. Donc quand même ultra positive, mais blasée. Questionnée, en fait. Questionnée de me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelles ont été tes ressources? Alors, lors de la première annonce, est-ce que tu as des ressources particulières que tu utilises de nouveau là, ou comment tu as fait pour t'en sortir, en fait? Pour garder la pêche, Ma première ressource, c'est mon fils. Voilà, je suis très fusionnelle avec mon petit garçon. Donc, ma première ressource, c'était pas une bonne énergie, la peur, mais la peur de mourir et d'abandonner mon fils. Ça a été la première ressource. Voilà. La deuxième ressource, c'était moi. Ça a été moi. C'est mon tempérament, ma manière d'être fonceuse. Voilà, j'ai pas arrêté de travailler. J'avais besoin d'être en mouvement constant. C'est d'ailleurs une grosse différence entre la première fois et cette fois-là, parce que ça a été un regret après de me dire j'ai pas pris le temps. La première fois, j'ai vécu la maladie sans me poser. Sans me poser, sans faire d'introspection, sans réfléchir sur les causes, les conséquences, qu'est-ce qui a pu se passer pour que... J'ai pas fait de cheminement en fait. C'était en mode combat, quoi. J'étais en mode combat. Ouais. Et en plus, comme je suis quelqu'un d'assez active, réactive et que j'ai besoin d'avoir du mouvement, j'ai pas arrêté de travailler, j'ai continué à travailler. Entre chaque... j'ai eu 2 cures de chimio différentes. Entre chaque cure, je faisais la teuf, les copains à la maison. Enfin, vraiment, j'étais... voilà, c'est encore plus de projets, encore... Vraiment croquer la vie, j'avais besoin de croquer la vie encore plus. Ça m'a changé, hein, en fait. Je savais que la vie était précieuse, j'en ai toujours eu conscience. Mais ce que ça a changé en moi, c'est que je ne voulais plus vivre pour des choses. Je voulais uniquement vivre pour des moments. Voilà. Dans l'être, pas dans le faire, dans l'être. Voilà, et d'ailleurs, c'est à cette période-là où j'ai lâché une fortune pour m'acheter un appareil photo de compétition pour pouvoir saisir tous les moments importants de ma vie, de la vie de mon fils, voilà, de notre entourage, de notre cercle, de nos proches. J'avais besoin en fait de capturer tous ces moments parce que je me disais, le jour où je ne serai plus là, mon fils ne se souviendra pas du cadeau de ouf que je lui ai fait à 400 balles. Voilà. Il va se souvenir essentiellement des moments. Et comment se remémorer ces moments? Grâce à des photos. Voilà. Bon, ça a été mon cheminement la première fois. Donc mes ressources, ça a été le fait que j'avance. Je suis un peu un bulldozer en fait. J'ai avancé sans réfléchir. Voilà. J'étais comme ça. Je voyais juste mon objectif reconstruction avant la fin de l'année. C'était important pour moi. Ça peut paraître superficiel, mais vous savez, quand tu as 34 ans, que tu te retrouves sans seins, sans cils, sans sourcils, sans cheveux, tu n'as plus d'estime de toi, en fait. Et mon gros regret, c'est que je ne me suis pas posée sur ça. C'est-à-dire que je le ressentais, et dès que je le ressentais, je mettais un mouchoir dessus et je me disais, c'est bon, vas-y, n'y pense pas, avance, c'est bon. Donc j'ai fait aucun deuil. Que j'ai fait en 2020. Par contre, c'est pour ça que je dis qu'en 2020, j'étais plus cynique. Mais d'un autre côté, je pense que c'était parce qu'il y avait des choses que j'avais pas faites la première fois. J'avais pas fait un certain cheminement. Il y avait certaines choses que je n'avais pas vues. Tu es allé voir des thérapeutes la première fois, tu étais allé voir des thérapeutes? Non. Par contre, tu avais quand même ce groupe, tu parlais, tu as trouvé un groupe de personnes... Des amis, voilà, mon entourage, voilà. Et aussi, oui, effectivement, un groupe de filles avec qui vivaient la même chose que moi. Et d'ailleurs, on est restés amis, certaines, on s'est rencontrées quand on a pu, parce que certaines vivent dans les îles, donc voilà, c'est pas évident de se voir, mais avec qui on a beaucoup partagé, beaucoup pleuré, beaucoup échangé. C'est compliqué, hein, le monde du cancer, parce que les gens ne savent pas. Quand certains ont su que j'avais un cancer du sein, très gentiment m'ont dit « Ah ben ça va, t'inquiète, ça se guérit maintenant. » En fait non, gars, c'est la maladie, c'est le cancer dont meurt le plus de monde dans le monde. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est le cancer le plus fréquent, en fait.
Et tous les cancers du sein ne se ressemblent pas. Hein. Il y a des cancers triple négatifs, des cancers hormonodépendants, des cancers métastatiques, des cancers... Le cancer du sein, c'est pas une maladie anodine en fait. C'est vraiment une maladie de merde. Voilà. Et j'ai eu aussi très gentiment hein, des gens qui m'ont dit « Oh, ben, c'est pas grave si on t'a enlevé le sein, on va te le reconstruire ». Alors là, dans ma tête, avec des bulles de BD, je me disais bah écoute, tu sais quoi, on va t'enlever une partie de ton anatomie. Ne t'inquiète pas, on va te reconstruire, hein, ça va être la même. Hein, voilà. J'ai eu aussi des gens qui me disaient oui, bon, écoute, la chimiothérapie, tu vomis un peu, mais ça ira bien. Donc toutes ces personnes-là, intérieurement, je me disais bon, écoute, je t'invite à faire une petite chimiothérapie de confort, juste une fois ou deux, tu vas voir, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Des gens qui, je leur en veux même pas parce qu'ils pensaient à moi en disant ce genre de choses, même si c'était assez maladroit. Et j'avais à l'époque les ressources de passer au-dessus et de me dire que c'est de la maladresse en fait. Oui, malgré mon jeune âge, j'avais ces ressources-là que j'avais peut-être pas forcément à 40 ans finalement. Donc là, voilà, 2020, là tu as entrepris un autre travail. Est-ce que tu as entrepris un travail thérapeutique ou c'est juste toi l'introspection intérieure? Ouais, je fais une introspection intérieure. Ouais. Bon, bah déjà 40 ans, hein, on dit souvent qu'une femme fait une pile à 40 ans. Je ne suis pas d'accord. Mais on fait effectivement une introspection. Je pense que je ne l'aurais pas faite. Je ne l'aurais pas faite cette introspection si je n'avais pas récidivé. Et le fait d'avoir récidivé, ça m'a obligée à me poser. Par contre, cette fois-ci, j'ai changé ma façon de voir, parce que de faire surtout. Parce que je me suis dit, la première fois, je ne me suis pas posée, ça avait été un regret en fait. Donc là, j'ai demandé à avoir un télétravail à 100%. Voilà, pour quand même continuer à travailler parce que j'ai besoin. Je sais pas me mettre sur un canapé et regarder la télé ou je sais pas mon truc, déjà la télé, mais je sais pas faire ça. Donc j'avais besoin d'avoir quand même du travail, d'avoir une interaction sociale, d'avoir quand même besoin de ça. Donc j'ai demandé à avoir un télétravail à 100% qui me permet aussi d'aller quand je veux physiquement en présentiel. Donc voilà, c'est une latitude qui est importante pour moi. Et puis, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Et ben, par rapport à ton introspection. Oui, et donc du coup, j'ai eu le temps de me poser et de réfléchir et de me dire. Et ça a été très douloureux. Une introspection, c'est très douloureux. Hein. C'est pas évident. C'est pour ça que peut-être tout le monde n'est pas capable de la faire et je peux comprendre parce que on va au plus profond de soi-même, vraiment. Et là, on est là et on se regarde normalement, si on l'a fait bien, on se regarde avec honnêteté, authenticité et on se rend compte de plein de choses, déjà de nos propres responsabilités à nous sur certaines situations de nos vies. Moi, me concernant personnellement, j'assume entièrement mes responsabilités dans plein de situations de ma vie parce que c'est des choses que j'ai laissées faire, des choses que j'ai acceptées, des choses sur lesquelles des choses auxquelles je ne me suis pas opposée et donc à un moment donné qui ne dit mon consent et on accepte des fois des choses inacceptables pour la paix sociale, la paix de la famille, la paix sauf que là ça a été très insurmontable pour moi, c'est-à-dire en plus j'ai eu un parcours médical en 2020 qui a été pas du tout serein et je pense que ce parcours médical de 2020 a été un catalyseur. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui n'ont pas été délicates avec moi, qui ont été vraiment clairement indélicates même avec moi, parce que sans cette indélicatesse, en fait, répétée, parce que c'est pas une seule et même personne, c'est vraiment, j'ai eu des actions de malade, je veux dire, le chirurgien, PET scan, enfin j'ai eu des actions de malade de plein de corps médicaux différents, en fait. S'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais pas réalisé, en fait. Parce que j'aurais pu accepter une fois, j'aurais pu accepter, effectivement, quand même, c'est inacceptable, mais ça s'est produit qu'une fois. Mais là, je pense que j'ai eu l'univers qui m'a dit, non, mais attends, tiens, ça, c'est inacceptable. Dans leur comportement vis-à-vis de, face à toi, ta maladie, la maladie... Ouais, face à moi en tant qu'humain. Je pense qu'à un moment donné,
Même si je renvoie à cette image. C'est sûr que quand j'arrive dans la salle d'attente chez le cancérologue, je pense que je dénote un peu. Bon, déjà parce que je suis souvent la plus jeune. Je pense. Bon, j'espère quand je vois certains dans la salle d'attente, je me dis oui, je suis la plus jeune, peut-être pas finalement. Mais parce que je suis assez jeune et que j'essaye de garder le moral, le peps. Voilà, j'aime bien faire des blagounettes. Enfin, voilà, moi, j'ai l'humour. Hein, comme j'ai tendance à le dire, le jour où j'aurai plus l'humour, c'est que je suis sur le point de mourir, quoi. Enfin, je dis souvent rire pour ne pas mourir. Ça, c'est mon truc, voilà, rire pour ne pas mourir. Et j'ai beaucoup d'humour, donc je prends les choses à la légère, etc. Mais ça reste quand même aussi, à un moment donné, une façade de moi, parce que je ne vais pas aller me dévoiler au monde entier et me mettre, c'est pas dans ma nature de me mettre à pleurer devant, ben voilà, je ne suis pas comme ça. Donc, et en fait, je n'ai pas été prise dans ma globalité, je n'ai pas été enveloppée, j'ai pas été enveloppée et au départ ça me semblait normal parce que je me disais ouais, en même temps ces gens-là, que ça soit je sais pas, PET scan, radiologue, cancérologue, chirurgien, enfin peu importe, c'est des gens qui voient le malheur à longueur de journée, mais toi un peu à leur place Valérie quand même, quand tu travailles dans un service de cancérologie ou quand tu es cancérologue ou peu importe dans ce domaine-là, tu vois des gens qui ont peur, de mourir, certains qui meurent, ça doit être super lourd comme énergie. Alors j'avais encore ce truc de me mettre à la place de ceux qui étaient censés quand même m'envelopper et me soutenir. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais Valérie, mais t'es malade, toi aussi. Tu peux pas porter en fait tout le monde. Toi aussi t'es malade. D'accord, t'es pas dans l'affliction, t'es pas... Et à un moment donné, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que je suis vraiment malade? Parce qu'alors... j'avais l'impression donc d'être trop malade pour être suivie par un médecin généraliste et pas assez malade pour être suivie par un cancérologue. J'avais l'impression en fait que j'étais entre deux. Voilà. Et je trouvais pas, j'ai pas trouvé ma place. En 2020, j'ai pas trouvé ma place. J'ai eu cette impression de ne pas être prise au sérieux parce que justement, je suis quelqu'un qui a de l'humour, qui dédramatise tout et qui passe beaucoup. Et j'ai passé sur beaucoup de choses sur lesquelles je n'aurais pas dû passer. Je l'ai compris après. Et finalement, c'est ça qui a été le catalyseur. C'est ça qui a fait que ça faisait trop. Et ça, et ça, et ça. Et là, on t'a traité comme ci, et là, on t'a traité comme ça, et là, et là, et là, et là. Et d'un coup, ça a explosé. Ça a explosé dans ma tête, ça a explosé dans mon cœur, ça a explosé dans mon âme. Et j'arrivais plus. J'arrivais plus à respirer. Je me disais, non mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal, tout ce que tu as vécu, c'est pas normal. Elle est où l'estime de toi? Voilà. Et ça a été assez dévastateur. J'ai plongé, j'ai fait, je pense, une mini-dépression. Je prenais des anxiolytiques, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne riais plus et je n'aimais plus. J'appréciais même plus les moments avec mon fils. En fait, quand j'étais avec lui, j'avais qu'une hâte, j'avais envie d'aller dormir. Moi qui ne suis pas du tout une dormeuse en plus, je me disais vite 20h30, je le couche à 20h30, voilà, et puis j'allais me coucher. Et voilà. Je n'étais bien que quand je dormais, manque de peau, je ne dormais pas. Donc du coup, je prenais des anxiolytiques, le serpent qui se mord la queue. Et j'ai eu l'impression de mourir. Je me suis dit, je vais mourir. Et qu'est-ce qui t'a fait te ramener à la vie? Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré 1 mois et demi, je suis rapide. Je suis rapide un peu dans mes... Voilà. Ce qui m'a ramené à la vie, c'est que je me suis dit, Valérie, tu as eu un cancer, une récidive, tu t'es battue. Mais tu vas quand même pas te laisser abattre par des émotions. Non, trouve une solution. Et j'avais pas la solution, en fait. Enfin, j'avais pas la solution. J'avais pas la solution qui me convenait, en fait. Puisque la solution, c'était de faire des changements radicaux dans ma vie. Puisque ce catalyseur qu'a été ce parcours médical semé d'embûches et de manque de compassion et d'empathie et de bienveillance et d'enveloppement, enfin je pourrais en citer encore, encore plein, ça m'a fait réaliser que c'était également quelque chose que j'avais au quotidien
Et ça a été inacceptable parce que je me suis dit, mais ce que j'ai au quotidien, je l'ai choisi, j'ai accepté, j'ai donné des habitudes. Et à la limite, ça c'est mon problème en fait. C'est mon problème si je ne suis pas enveloppée, si je ne suis pas aidée au sein de mon foyer, si je ne suis pas prise au sérieux dans le cadre de la maladie, si on m'en met toujours plus sur les épaules parce que tu comprends que toi tu es forte, etc. Ça c'est mon problème, je l'ai choisi, j'ai donné des habitudes, j'ai accepté des choses, je n'ai rien dit, j'ai consenti. Mais dans le domaine médical, je paye. Je veux dire, c'est pas une question d'argent, mais à un moment donné, bon, je suis suivie aussi dans le privé, à un moment donné, je paye des gens, une fortune, on va me le dire. Non, mais je paye des gens, en fait, qui sont censés être là pour ça. C'est eux, ils sont censés être là pour m'envelopper, pour me soutenir, pour me donner la main, pour m'expliquer les choses. Ils sont pas là pour me mettre en conflit, alors que je suis déjà moi-même dans des souffrances et des peurs intérieures. Et en fait, ça a été horrible et ça a explosé et je me suis dit je peux pas accepter ça et du coup ça a fait je peux pas accepter ça d'inconnus, mais je peux pas accepter ça de personnes qui sont censées m'aimer aussi. En fait je peux pas être dans le don tout le temps, c'est pas possible, c'est fatigant, c'est lassant, c'est épuisant, c'est vampirisant énergétiquement et d'où cette petite dépression d'1 mois et demi et cette introspection que j'ai pas fini, je veux dire, tout ça s'est passé, cette petite dépression, ça a été de août à octobre, de fin août à octobre, où j'ai coulé et où j'ai pris des décisions assez radicales, en fait, pour essayer de m'en sortir, d'y voir clair, de savoir qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie, de quoi j'ai besoin, moi, pas de quoi a besoin l'autre ou les autres. C'est de quoi j'ai besoin moi. Parce que je me suis dit, si j'en viens à avoir de l'empathie pour des inconnus, parce que je me dis, bon, la personne travaille dans un milieu qui est lourd, alors que moi-même, je fais partie de ces mêmes patients avec une pathologie aussi lourde, il faut s'imaginer l'empathie que je peux avoir pour mes proches, quoi. Parce que je suis en capacité d'accepter, en fait. Et donc voilà, ça m'a fait prendre des décisions assez... Donc tu as changé ton mode de vie et aujourd'hui, tu en es où dans ton traitement? Est-ce que... Alors, j'en suis que je suis toujours sous surveillance. Là, j'ai passé d'ailleurs la semaine dernière la grosse surveillance semestrielle, donc écho, mammo, prise de sang, voilà, etc. Donc pour le moment, tout va bien. Donc je suis persuadée que ça va bien aller de toute façon. J'y crois parce que voilà. Je suis donc séparée, bientôt divorcée. Voilà, ça a été aussi un déclic aussi pour ça. Aujourd'hui, je ressens... Alors, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été très dur parce que l'introspection, c'est dur. Et cette introspection, elle s'est poursuivie jusqu'à... J'y suis encore dedans. Je suis encore... Voilà. Tu réajustes en fait. Je suis en train de me réaligner. Je ressens un sentiment de liberté étrange que j'ai jamais ressenti de toute ma vie, j'ai 40 ans. Pas une liberté de faire ce que je veux parce que je suis séparée, parce que de toute façon je faisais déjà à peu près ce que je voulais, même en étant mariée, pas du tout. J'ai une liberté étrange de pouvoir être moi-même, sans correspondre à des règles sociétales. Je suis moi. Si j'ai pas envie de donner, je donne pas. Voilà. Si j'ai pas envie de composer, je compose pas. Si j'ai envie de te dire ça, je te le dis. Bon, ça, je l'avais déjà. Mais, je suis moi. Je peux être moi. Si j'ai envie de parler fort, je parle fort. Si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de faire de la guitare, je fais de la guitare. Si j'ai envie de ronchonner, je ronchonne. Voilà, je suis moi. C'est très étrange. C'est très étrange parce que j'ai passé ma vie, et ce depuis que je suis enfant, à essayer de coller vraiment aux attentes de tout le monde, aux attentes de mes parents, surtout ma mère, aux attentes à l'école, aux attentes, voilà. Et toujours, en fait, à me dire, mais plus je suis parfaite, et plus on m'aimera, en fait. Parce qu'on m'aimait pas assez. Et je me disais, mais c'est parce que tu fais pas assez, Valérie. Sois encore mieux, sois une meilleure fille, sois une meilleure élève, sois une meilleure... La recherche, toujours la recherche constante de l'excellence. Et
Je suis rentrée dans un couple, voilà, pareil, sois une meilleure mère, sois une meilleure femme, sois encore meilleure. Tu verras, on t'aimera plus. Ça ne remet pas en cause mon ex-conjoint qui est une belle personne, voilà. C'est moi que ça remet en cause et je pense que c'est ça le but d'une introspection, c'est pas de regarder ailleurs, c'est de se regarder soi en fait, et c'est de là qu'on prend ses responsabilités. C'est ça qui est douloureux aussi, parce qu'on réalise qu'on est vraiment créateur de nos vies et que des fois c'est nous qui avons fait les mauvais choix en fait, et qui avons envoyé les mauvaises énergies. Alors si tu devais conclure, qu'est-ce que ça a changé réellement dans ta vie, tous ces épisodes? J'ai appris à me connaître. Je ne savais pas qui j'étais. Vraiment. Je ne savais vraiment pas qui j'étais. Je suis même des fois encore stupéfaite de certaines de mes pensées, de mes réactions. Mais je suis beaucoup plus en accord avec moi. Très bien. Merci beaucoup Valérie. Avec plaisir.